Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Aléjo. Suivez-nous sur les routes du Québec. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Coconut Podcast. Alors nous allons passer à la capsule TD avec Monsieur Mo Bélius. Bonjour, je suis Mo Bélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Alors aujourd'hui, nous avons un invité de marque, messieurs, dames. Nous pouvons lui considérer comme un pionnier dans la ville de Québec. Pour certains, vous l'avez connu dans le milieu des jeux vidéo, pour d'autres, dans le milieu communautaire, et pour certains, tout récemment, dans l'arène politique. Après ces différentes implications, il décide, oui, de se lancer pour un poste, oui, comme conseiller municipal pour le district Le Plateau. C'est avec une immense joie que nous accueillons le fondateur d'Unité Québec. Pour certains médias de la capitale nationale, il est le porte-parole de la communauté juive de Québec. C'est avec un immense plaisir, messieurs, dames, que nous accueillons sans ne plus tarder Monsieur David Weiser, messieurs, dames. Salut. David! C'est quelle introduction, sincèrement. Ben écoute, pour une personnalité qui s'est impliquée autant dans la belle province du Québec, cette introduction, elle est très peu. Non. Et je vais tenter un peu avec l'accent qui est le mien. J'accueille souvent mes invités dans une langue qui leur est proche. Shalom, David. Merci. Superbe. Merci. David, comme je demande à tous mes invités, Oui. comment vas-tu? Ça va super bien. Écoute, d'être ici avec toi, la belle journée ensoleillée. On profite vraiment de l'été, je pense. Hein? Puis surtout, bon, on n'est pas tout à fait post-pandémie, mais où on est rendu dans ce qui s'est passé l'année passée. Ça fait du bien de voir du monde, de sortir un peu. En effet. David, écoute, il y a plusieurs changements là, au niveau de ta vie, peut-être des changements encore plus importants après le 7 novembre. Mm-hmm. Sur le plan personnel, professionnel, comment ça s'est orchestré pour toi? On t'écoute. Tu parles de la pandémie oui, ou de au niveau de la l'élection? pandémie, là. Ouais. Comment t'as réussi à juguler vie personnelle, vie familiale, même ne serait-ce que la vie sociale? En fait, ce qui est vraiment spécial, puis c'est paradoxal pour moi encore là, c'est que la pandémie a été un des moments où j'ai accompli un des plus grands succès pour moi au niveau personnel. Jusqu'à, comme tu as parlé tout à l'heure, je sors de l'industrie j'ai commencé dans l'industrie du jeu vidéo, donc Megatoon, qui était une des premières compagnies de jeux vidéo au Canada. À Québec, À Québec, absolument. Ça restera toujours mon bébé. Puis suite à ça, je me suis vraiment impliqué avec la fondation d'Unité Québec il y a 4 ans. C'est là où j'ai décidé de mettre mes énergies. Puis l'année passée, évidemment, quand la COVID a commencé, on pouvait plus faire d'événements. Donc Unité Québec se spécialise à organiser des événements pour encourager le dialogue entre personnes provenant de racines différentes, tout simplement. Il faut que les gens apprennent à se connaître. Incroyable. Ouais. Et là, quand la pandémie est arrivée, évidemment, on pouvait plus faire d'événements. Mais je travaillais beaucoup avec une de mes collègues d'un organisme qui s'appelle le Ressources Espace Famille. Okay. Puis eux, il y avait déjà un comptoir d'aide alimentaire ici même dans le district du Plateau à Sainte-Foy. Puis quand la pandémie a commencé, et évidemment il y avait le confinement, on s'est dit, oh mon Dieu, il va y avoir plus de demandes, beaucoup plus de demandes pour de l'aide alimentaire. Alors on s'est retroussé les manches, puis c'était comme partir une start-up en fait, c'est la même énergie entrepreneuriale. Et donc, on est parti d'un comptoir d'aide alimentaire qui était ouvert à 2 fois par mois, qui desservait 200 foyers par mois, à un comptoir alimentaire qui était ouvert 2 fois par semaine, 300 foyers par semaine, service de livraison et tout le kit. Et tout ça, ça a été monté comme en 2 semaines. Et puis, c'était une énergie incroyable. C'était la même adrénaline. Puis quand je dis que c'est paradoxal, c'est parce que
d'un côté, on se sent hyper mal parce que ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide. Mais d'autre côté, on est très fiers de ce qui a été accompli. Ouais, c'est valorisant, surtout. Ouais. Le nom de la responsable de cet organisme? C'est Cindy Lee McKenzie. OK, d'accord. Puis c'est Ressources Espace Famille. Puis ensemble, avec Unité Québec, on a formé SOS Ensemble Québec. Puis en fait, on a mis une plateforme en ligne aussi pour que les gens de chaque région, pas juste du plateau, puissent être redirigés facilement vers le comptoir d'aide alimentaire de leur secteur, en fait. Ouais. OK. Alors pour moi, ça a été sincèrement, j'ai un bureau à la maison et tout, mais j'étais plus sur la route quand la pandémie a commencé à tout mettre ça sur pied que avant, je dirais. OK, donc toi t'étais déjà dans un Coconut podcast sur la route. Ah, exactement, ouais. Parlant de Coconut podcast, écoute David, ton équipe, sérieux, t'as une équipe hors pair. Ils sont débarqués. Ils nous ont fait notre décor à Coconut Podcast et on sait que toi tu as la flamme entrepreneuriale mais tatouée sur le cœur. Ben on va garder un peu ta façon d'avoir présenté la chose, puis Coconut Podcast va s'inspirer là de ton équipe. David, on va te souhaiter vraiment une des meilleures chances dans cette course dans le district Le Plateau. Merci. Avec ton énergie, tes accomplissements, on dit pas que l'affaire est coconut, mais presque coconut. Il y a beaucoup de travail à faire. Un petit affaire. Ben oui. Ah ben, messieurs, dames, je me croirais, oui, en mer des Caraïbes. Ceux qui comprennent pas, là. Je suis en Haïti ou en République dominicaine. Voilà. Mais merci, David. Ça fait vraiment plaisir. Superbe. Alors, maintenant, tu nous as dit que tu t'es vraiment impliqué au niveau communautaire, aider aider les collègues, les amis, mais aider les citoyens de la ville. Ça, je trouve qu'il y a un filon qu'on va approfondir un peu plus loin dans l'entrevue. Okay. Maintenant, David, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va apprendre à connaître David Weiser. On dit bien Weiser. Weiser en français ou Weiser, souvent qu'on dit de toute façon. En anglais, d'accord. Coconut Podcast, le podcast numéro 1 de la diversité, donc on peut dire Weiser ou Weiser. Comme vous voilà. David, alors maintenant, on aimerait savoir, toi tu es originaire de quel endroit? Est-ce que tu es né à Québec ou t'es un genre de Montréalais qui en a eu marre de la grande ville puis qui est venu s'installer à Québec, ou ta famille ont choisi Québec depuis plusieurs décennies? Nous t'écoutons. OK, mais personnellement, j'ai grandi pas loin d'ici, à Saint-Louis-de-France. OK. Donc, je suis un gars de Québec. T'es pas un parachuté, là? Je suis pas parachuté. Je OK. suis deuxième génération. En fait, mon père est né à Québec aussi, en 1928. Donc, OK. Deuxième génération. Oh, wow. Cela étant dit, ma mère est née au Mexique. Mais elle a été très jeune, elle a voyagé, elle a étudié en Espagne, en Israël, en France. Et de la France, son prof était un professeur qui était en année sabbatique là-bas, qui l'a fait venir à Québec, et c'est ici qu'elle a rencontré mon père. ¿Entiendes español, señor? Sí, hablo español. Sin problema, como lo hispanohablante. Pues, me falta práctica, pero sí lo hablo, porque lo aprendido cuando estaba muy chiquito. Ok. Vous passez le test, hein, David? C'est superbe. Maman, vous avez bien enseigné l'espagnol à fiston. Oui, bravo. Alors, OK, nice. Puis je pense qu'à quelque part, c'est ce qui fait en sorte que en fait, le multiculturalisme, pardon. Oui, oui. Merci. Ah, ouais, le pina colada. Exactement. Je dis souvent en blague qu'à moi tout seul, je suis quasiment une communauté multiculturelle parce que, comme tu as dit tout à l'heure, je suis de la communauté juive. Bon, ma mère est née au Mexique. Mes grands-parents des deux côtés venaient de la Russie ou de l'Ukraine, dépendamment de la période. Puis, quand j'ai commencé Megatoon, en fait, c'était pour faire connaître des cultures différentes aux jeunes. C'était la série qu'on avait faite, c'était un personnage qui faisait le tour du monde pour justement tranquillement pas vite faire connaître d'autres mondes et d'autres cultures. Donc, ça a toujours fait partie de ce qui m'animait. Alors, pour moi, ce que j'ai fait ensuite avec Unité Québec, c'est comme une suite logique, mais plus dans le réel avec des gens et non dans le ludique ou dans le produit ludique. Si OK, donc toi, t'es un gars de la place, un vrai 418, comme on dit. Un vrai 418. Juste pour voir si tu passes le test du 418. Hey. Les Nordiques de Québec. Ah ouais, on va voir si t'es un amateur de rondelles, hein? La POC, comme on dit. Parce que la rondelle, c'est autre chose en Europe. Hein? Ouais. OK.
Peux-tu me nommer 2 joueurs des Nordiques de Québec qui t'ont marqué, David? Je te dirais Robbie Ftorek et Dale Hunter. Dale Hunter! Dale Hunter, c'était Est-ce qu'il l'avait marqué, ce fameux but? Oui, absolument. Il était bon? Il était bon, le but. Mais non, ça, c'était le but d'Alain Côté, je pense. Ah, c'est côté, hein, ouais. Dale Hunter, il plaquait dans les bandes, là. C'était un joueur, il jouait avec son cœur. Il jouait avec son cœur. D'aller dans les coins, puis c'est la petite peste qu'on l'appelait, là, à l'époque. Okay. Puis Robbie Ftorek, ce qui est intéressant, c'est que son fils, dont le nom m'échappe parce que je vis, puis ça fait très longtemps, Sam Ftorek, je jouais au hockey avec lui. Mais moi, j'avais 7 ans, puis il en avait 5. Et puis je devais faire le traducteur parce qu'il parlait pas français du tout. Exactement. Nice. Mais c'est un chic type, Robbie Ftorek. Moi, j'ai fait mes études en anglais aussi à l'école Sainte Foy Elementary School. Puis il était venu parler aux jeunes et tout. Donc vraiment, c'est 2 joueurs que j'ai vraiment appréciés. OK, tu passes le test. Écoute, tu me ramènes des joueurs que j'avais oubliés. Les Ftorek, écoute, tu nous parles des Dale Hunter. OK, écoute, on est là. J'étais à l'âge où c'était vraiment mon âge, les Nordiques. Donc, encore aujourd'hui, c'est pas naturel de prendre pour le Canadien de Montréal. Même si je le fais, mais il y a toujours un petit... Qu'est-ce que je fais là? Non, Fleur d'Élysée, là. C'est clair, le Colisée de Québec. Ouais. Les Ron Tognott, Ron Extall plutôt, Tognott. Ouf, il y avait Matt Sundin. Absolument. Joe Sakic. C'était vraiment... Non, il y en a eu beaucoup de bons joueurs. La question tombait bien parce que tu connais ton hockey. T'as même été traducteur dans le monde du hockey, pour ne pas dire de voir. Par la suite, vite, David, tu vas faire tes études à Québec, mais d'après ce que j'ai pu entendre, dans le circuit anglophone. Commission scolaire anglophone à cette époque, oui? Mon primaire, mon secondaire, puis le cégep ont été faits en anglais. Superbe. Ouais. Et par la suite, est-ce que... Parce que là, on sait que tu vas devenir un genre de geek, là. Est-ce que tu es autodidacte ou tu vas te rendre dans de grandes écoles pour apprendre le codage, le langage du milieu, l'idéation? On avait ici communication graphique à l'Université Laval. Est-ce que ces programmes t'ont intéressé à un moment? On t'écoute? En fait, quand on a commencé Megatoon, on a commencé en fin 90. Incorporé en 91, donc ça s'enseignait pas vraiment. Je pense qu'il m'a influencé beaucoup, c'est que j'ai eu la chance, justement, à l'école, au primaire, pour mon groupe d'âge, on avait des ordinateurs, puis on avait fait de la programmation de base. Donc oui, j'étais autodidacte. Je pense que tout le monde l'était à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que Megatoon va rester toujours un bébé, c'est parce que, écoute, on engageait du monde qu'on rencontrait dans les bars, du moment qu'ils étaient passionnés, viens travailler pour nous. Ouais, puis les gens, tout le monde était autodidacte. Donc même pour les nouvelles technologies, pour le 3D, je veux dire, on a développé un jeu pour la PlayStation, mais nous-mêmes, on a développé un système avec des balles de ping-pong pour faire le motion capture et tout. Okay. Donc c'était de la passion pure, vraiment. Et là, on sait que tu es le multiculturalisme en personne, les origines de maman, les différents voyages, les lieux où ce que cette dernière a habité. Est-ce que ces différents voyages t'ont amené à un certain moment dans la Silicon Valley et à ce moment tu vas faire des rencontres qui vont te donner le goût, la piqûre de développer pareille industrie au Québec? On t'écoute? Non, pas vraiment. Pas vraiment, en fait, c'est plutôt que j'ai rencontré j'ai pris une session de congé. Je savais pas ce que je voulais faire encore pour poursuivre mes études universitaires. Et puis, je travaillais avec des copains qui avaient une compagnie de t-shirts, en fait. Puis, un des designers graphiques et la personne avec qui avait fondé, en fait, Megatoon initial, un petit Megatoon studio. Il y avait des personnages de bande dessinée. Il faisait comme un comic book, mais une bande dessinée, mais statique. Et puis moi, avec mon historique à faire de la programmation de base, etc., ben j'ai cliqué sur ces personnages, j'ai dit pourquoi qu'on fait pas vraiment un dessin animé interactif, puis ajouter plus d'animation, puis que l'histoire change, que les personnages parlent aux jeunes et tout ça. Donc ça l'a cliqué tout simplement, puis on est parti de ça. Puis en fait, je me souviens, un des plus beaux contrats, pas de loin le plus gros, mais le plus beau contrat, c'est le premier qui a été signé avec une petite compagnie de San Francisco. C'était à distance. On avait vu une annonce dans Amiga World, les Amiga existaient encore. Puis on les a contactés, on leur a parlé de notre produit. Tout s'est fait par téléphone. 2 mois plus tard, ils nous envoient, je me souviendrai toujours, c'était $2,500 US, puis un ordinateur. Des gens qu'on n'avait jamais rencontrés parce qu'il n'y avait pas d'Internet à l'époque accessible à tout le monde, là. Puis vous avez fourni, vous avez répondu un chèque, à la juste demande, avec une concession téléphonique et tout, là. Donc ça, c'était vraiment cool. Puis c'est de là qu'on a parti cette entreprise-là. Incroyable. Bon, là, on comprend davantage notre candidat dans le district Le Plateau, David Weiser. David,
parce que là, on va aller vers ce qui a occupé pas mal de temps au cours des dernières années, là, les 4 dernières années, on va dire ainsi. Unité Québec. Ouais. Alors maintenant, pour vouloir travailler pour la justice sociale, on se doit d'avoir reçu des valeurs familiales très fortes, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait les recherches, David s'affiche, bon, moi, je suis juif. Maintenant, la question, moi qui est en éthique et culture religieuse, quelle est l'importance de la foi qui est la tienne dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu es pratiquant ou tu es comme moi, de temps en temps, tu vas à l'oratoire Saint-Joseph, donc à la synagogue, le cas échéant, tu fais quelques prières, mais voilà, quelle est l'importance de la foi pour David, ce qui lui amène à consolider ses valeurs et aujourd'hui de faire des paniers pour les gens dans le besoin, ne serait-ce que ça? On t'écoute, David. Je te dirais qu'ils sont pas nécessairement liés. Moi, je ne suis pas un juif pratiquant, mais je suis très fier. J'apprécie mes racines. Super. Il y a une ligne, je pense, dans pas mal tous les religions où ce que on franchit la ligne, puis ça devient. Il y a le religieux, il y a le traditionnel, puis il y a le culturel. Et puis moi, je te dirais que je suis plus dans le côté traditionnel, culturel. Okay. Mais c'est difficile à comprendre pour beaucoup de personnes. J'ai un ami pour qui il comprend pas que quand moi je fête, parce que je fête encore les grandes fêtes juives avec ma famille, c'est un moment de rassemblement entre pour la famille. La fête des Lumières, par exemple. Ouais, Hanouka, exactement, oui, exactement. Hanouka, voilà, ok. Et puis, mais c'est les gens qui ne qui font pas partie d'une minorité, ont parfois, j'ai l'impression, la difficulté à comprendre que c'est la même chose. Pour moi, fêter mes fêtes, c'est comme quand des jeunes, d'aujourd'hui, des jeunes familles vont pas nécessairement à l'église, peut-être vont aller justement à la messe de minuit, parce que c'est agréable, c'est traditionnel, mais c'est plus un rassemblement familial traditionnel. Par exemple, on a la Pâques. Oh, quelques gens vont encore à la messe, sinon ils donnent un peu de chocolat, c'est culturel, on va se rassembler en famille. Vous avez également une Pâques dans la communauté juive, Pesha. Passover, oui, voilà, donc oui, exactement. Voilà. C'est hyper, c'est formateur. Puis encore là, ce qui était très important chez nous, c'est les valeurs familiales. Cela étant dit, le judaïsme est quand même très intéressant. Je suis pas un fan de tout ce qui s'appelle dogme. Mais le judaïsme, qui est la première religion qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant monothéiste, c'est basé sur le questionnement, justement. On questionnait le statu quo. Et puis ça, je trouve ça très intéressant. Puis je pense que du côté spirituel, du côté questionnement, c'est important de le faire. Mais je me tiens loin un petit peu des dogmes. Mais ça, c'est personnel. Je respecte les gens qui... Super, tout à fait. Tu parles du statu quo. Alors, David, il y a un événement qui arrive à Québec. Tu vas être plus précis avec nous dans la chronologie. Cet attentat à la mosquée de Québec, je pense que c'est dans Sainte-Foy, c'est bien ça? C'est justement de l'autre côté de la rue. Alors voilà. Je savais que c'était pas loin, mais oui. Voilà. On a déjà vécu à Québec jadis. Et cet événement va bouleverser le paysage plutôt tranquille de Québec. Et on va constater qu'il y a une montée de groupes dits xénophobes. Il y a une xénophobie qui est peut-être un peu présente, mais pas trop latente. C'est encore difficile de mettre les mots justes dessus. Et toi, tu vas arriver avec un organisme, Unité Québec. Et là, le mot le dit, l'appellation de l'association parle d'elle-même, de l'organisme plutôt. C'est de tisser des ponts, des courroies de discussion entre les différentes communautés. Parce que tu as constaté qu'il y avait des solitudes dans Québec. J'aimerais t'entendre. À quel moment tu décides de mettre sur pied Unité Québec et comment ça va être reçu par les différents acteurs de la grande ville de Québec? En fait, Unité Québec a vu le jour en automne 2018, donc 1 an et demi après l'attentat à la mosquée. Évidemment, l'attentat, moi, ça m'a touché profondément. Un petit gars de Québec, une des villes les plus paisibles que je ne connaisse pas. Donc, comment est-ce qu'un événement de même aussi tragique, aussi horrible, aussi horrifiant puisse se passer dans notre ville? Les parents selon leur propre vie.
Et puis donc, ce qui est arrivé en fait, c'est que à la cérémonie de la sermentation de la nouvelle équipe La Baume en 2017, j'avais été invité en tant que représentant de la communauté juive et le maire nous avait dit qu'il y avait une cérémonie de commémoration qui se préparait pour commémorer l'année ou un an après la tragédie, de l'attentat. Donc, on s'est mis à travailler. Évidemment, on a dit oui, on veut participer tout de suite. Et on avait ce qu'on appelle un Hazan, qui est un chanteur, extraordinaire. Donc, en rencontrant des gens des communautés catholiques, de la communauté musulmane évidemment, de la communauté anglicane, il y a des liens qui se sont tissés entre quand tu travailles proche sur un événement. C'est un honneur de participer à ça, là. Hein? C'est des cantiques. Exactement. Et donc, il y a vraiment, il y a même des amitiés parce que c'est intense, hein, il y a beaucoup d'émotions. T'es là pour les victimes, les familles des victimes, les survivants aussi. Puis on a rajouté un élément musical, puis on a décidé de mettre ça, de vraiment que la musique soit le thème central parce que la musique rassemble, ça veut pas. Puis je me souviens, on a proposé de faire une espèce une adaptation de Hallelujah de Leonard Cohen. Ok, le mot Hallelujah, c'est déjà hébraïque. On a refait les paroles en français, puis dans le refrain, on a rajouté Alhamdulillah, qui est la même chose qu'Alléluia, mais en arabique. Mais ça a été fait par des musiciens de la société d'accueil aussi. Donc c'était le premier projet là, vraiment dans le vivre ensemble, de fusionner les gens puis les cultures différentes. Tu fonctionnes beaucoup par projet. Ouais, absolument. Pour que ça soit tangible, lorsqu'il y a un projet, il y a une date butoir, on arrive, il y a quelque chose de fait. C'est intéressant ça, David. Les projets. Et puis, donc, ce qui est arrivé 8 mois ou au mois d'octobre suivant, ça c'était au mois de janvier, il y a eu l'attentat à Pittsburgh. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, bien sûr, les communautés juives qui avaient été visées, bien sûr. Puis ce qui avait été beau, c'est que pour moi, ce qui a été touchant, c'est que j'ai reçu des appels des membres des autres communautés religieuses avec qui j'avais développé des amitiés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la communauté? Voulez-vous faire quelque chose? Cool. Puis ce qui est arrivé, c'est que je voulais pas faire un événement contre l'antisémitisme. Excusez, je dis ça de même, j'explique dans un instant. C'est parce que je pense qu'il faut, en tant qu'être humain, il faut être contre toute forme de racisme et de haine, surtout gratuite, mais de toute en général. Donc, on a pris l'opportunité pour, au lieu d'organiser quelque chose spécifiquement à la communauté juive où on inviterait des gens, on a appelé l'hôtel de ville et demandé si on pouvait faire de quoi à l'hôtel de ville. Mais on voulait que ça soit laïque, même si c'était des gens, c'est l'humanité qui sortait, c'était pas le côté religieux de la chose, c'est des êtres humains qui partageaient leurs émotions avec moi finalement, puis leur empathie en fin de compte. Donc, pour être bien honnête, il nous fallait un nom, il y avait un point de presse le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Unité Québec est sortie de même, puis ça restait de même. C'était un bel événement à l'hôtel de ville, il y avait au-dessus de 250 personnes à la salle de réception là-bas, de tout âge, de toute groupe ethnique, de toute religion, puis c'est là qu'on s'est dit, OK, il y a du travail à faire, puis ça a décollé de même. Puis... Wow, c'est incroyable parce que depuis là, tu as rencontré les responsables lors d'activités de la Grande Mosquée de Québec, le imam de la mosquée. Quels ont été les échanges? Parce que depuis cet événement, on sent que au sein de la diversité et même la grande communauté de Québec, il y a un tricoté serré dans genre, faut plus jamais que ça se reproduise. C'est exactement, c'est un devoir de mémoire. Puis aussi, comme tu as bien dit tout à l'heure, c'est d'organiser des événements pour que les gens puissent dialoguer et apprendre à se connaître. Puis oui, effectivement, Boufelja Ben Abdallah, qui était à l'époque, c'est le fondateur du Centre islamique de Québec, et qu'on voit souvent dans les médias quand il y a des événements. Malheureusement, c'est souvent pour des événements tragiques, mais peu importe. On est devenus des très bons amis, puis qui est génial, parce que si on le regarde sur la scène mondiale, on sait que parfois il y a des débats entre arabes, juifs, ainsi de suite. Puis ce qu'on aime, nous, c'est de montrer qu'on est tellement proches, puis moi, je le respecte. Lui, il est plus pratiquant, admettons, que moi. Je sais pas si je serais content que je le dise, mais c'est pas un secret. Mais on entretient une amitié incroyable, puis je le respecte dans qui il est, puis c'est tellement un être humain. D'ailleurs, c'est intéressant parce que lui aussi, comme tu sais, se présente en politique pour la même équipe. Et puis, les niaiseries, les stupidités qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux face à la candidature de Boufelja, les personnes ne le connaissent même pas. Ils savent pas comment il vit sa vie, ils savent pas jusqu'à quel point il est ouvert, humain. Ils ne connaissent pas sa femme. C'est une famille incroyable. C'est des commentaires gratuits, mais en même temps gratuits, mais on se doit quand même d'être très vigilant. Parce que tu as glissé un mot il y a quelques instants. Il y a une montée, quand même, selon les données
d'islamophobie dans le monde occidental. On a vu une sortie des groupes Black Lives Matter parce que ils sont laissés pour compte. On a également les communautés autochtones qui vivent, mais même aujourd'hui les données des éléments sortent à chaque semaine. On est en train de constater et on se doit de s'assurer que ce qui s'est passé ne se repasse plus jamais. Exactement. Mais également, David, nous, Coconut Podcast, qui sommes dans le monde des médias, toi également qui gravites en communication politique, on sent également que il y a un discours peut-être sous le tapis, mais qui peut avoir des ressemblances avec des discours s'apparentant à de l'antisémitisme, avec ce qu'on a connu en Europe, l'Holocauste. On se doit de s'assurer que des fois ce sont quelques petits mots, mais on sent que ces mots-là peuvent dévier et alimenter des choses qui sont pires. Alors moi j'aimerais t'entendre quand même, toi qui es porte-parole de la communauté juive à Québec. Je pense que l'ensemble du Québec nous écoute aujourd'hui. C'est important quand même de rappeler ce devoir de mémoire, que ces discours ne restent pas sur la place publique. Et je sais que Unité Québec ont fait tout un travail là-dessus. On aimerait t'entendre. Bon, absolument. Comment je pourrais dire? Il faut dénoncer, mais tout acte de violence, de haine, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, que ça soit contre quelqu'un à cause de sa sexualité, peu importe. Mais en même temps, je pense qu'on l'a dit en début d'entrevue, il faut être contre toute forme. Quelque chose qui m'inquiète un petit peu personnellement, c'est la polarisation présentement. Moi je m'occupe juste du Black Lives Matter, puis tout le reste là, ça m'intéresse pas. Exactement. Puis pas juste par rapport à des causes hyper importantes comme Black Lives Matter, parce qu'il y a des causes que je pense que oui, on peut dire qui sont plus importantes que d'autres. Mais là, on est rendu dans un monde, tu sais, tout à l'heure, on parlait de religion, c'est intéressant. Là, on dirait que tous les débats qu'on voit pas sur la place publique, mais sur les réseaux sociaux, c'est tous des débats basés sur des croyances. C'est plus des débats basés sur des faits. Puis c'est plus de la religion, mais c'est de la croyance en une science ou pas. Je suis anti-vaccin, je suis vaccin peu importe. On est en opposition. En opposition constante, exactement. Alors, donc je sais pas comment qu'on va s'en sortir. Je suis convaincu que le dialogue est la première clé. On est déjà certain que en discutant, c'est ça. Déjà, en offrant des plateformes comme les activités que vous organisez à Unité Québec, eh bien, ça permet à la communauté de Québec, capitale nationale, de dialoguer davantage. Oui, puis à Québec, c'est surtout important parce que on est nouveau dans la vie diverse, si on veut. Les minorités visibles, par exemple, ont doublé de 2006 à 2016, puis on a hâte de voir le recensement de 2021 là, qui va sortir, les statistiques vont sortir bientôt, j'espère. Donc, on voit qu'il y a un changement, puis on se le cachera pas, on le sait, Québec, traditionnellement, c'était très blanc, provenant de racines catholiques, même si les gens sont pas pratiquants. Ben, il y en a qui le sont. Mais on avait quand même une communauté anglophone, protestante, anglicane à Québec, qui est là depuis le début. Là. Mais justement, quand on parle de dialogue, quelque chose que même moi, j'ai appris tardivement dans la vie, souvent on entendait parler que les immigrants, ils veulent pas apprendre le français. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que des fois on les admettait pas dans les écoles. S'ils étaient pas catholiques, ils avaient pas le droit d'aller à l'école en français. Donc c'est important, c'est des petits trucs de même là qui peuvent changer la façon qu'on voit notre histoire. Puis pour revenir à quelque chose de hyper important que tu as mentionné, c'est ce qu'on a découvert avec les communautés autochtones. Malheureusement, même chose avec la Fondation d'Unité Québec, on dirait qu'il faut toujours une tragédie pour faire sortir de l'empathie puis pour nous faire réaliser des choses. Mais je pense que c'est vraiment évidemment c'est tellement horrible là ce qui s'est passé avec la communauté autochtone, les Premières Nations. Mais maintenant de pouvoir le voir et que les gens s'en rendent compte, ben ça peut nous permettre peut-être d'avancer dans une meilleure direction. La question qui tue David. Restons à 2000 $. Oh. On rit plus. T'as travaillé dans le milieu communautaire. Les gens sont toujours heureux, joyeux, même si c'est pas facile. Il y a cette volonté d'aider son prochain. T'as travaillé dans le milieu des geeks. On développe des affaires, on réfléchit, on sort des nouveaux produits. On est toujours dans de la créativité. C'est le fun, ça. Ça va en politique. Qu'est-ce qui t'a incité, c'est la question à 2000 $, à te lancer en politique? On t'écoute. En fait. Et surtout, sous question,
on sait qu'il y a comme 5 grands partis au niveau municipal à Québec. Pourquoi le choix de Madame Savard qu'on reçoit bientôt à Coconut Podcast, également dans le cadre de ce spécial sur la mairie, mais pourquoi choisir la politique et qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as dit, moi je vais avec Madame Savard. Okay. On t'écoute. Est-ce que c'est parce que c'est la dauphine de Monsieur Labaume? Voilà, on t'écoute. En fait, je pense que c'est la politique qui m'a choisi et pas moi qui ai choisi la politique. Je te dirais que ça fait plusieurs années, là, même quand j'étais jeune, j'étais président de mes conseils étudiants, ainsi de suite. Puis, c'était pas, comme tu disais tout à l'heure, moi j'aime les projets. Hein. J'ai fait beaucoup de projets dans des sphères différentes, puis j'adore ça parce que ça me permet d'apprendre sur plein de choses différentes. Puis, quand je réfléchissais, mes amis me le disaient, quand est-ce que tu vas faire de soi en politique? Mais j'y pensais, qu'est-ce que je voudrais faire? Est-ce que je voudrais me lancer en fédéral, politique fédérale, provinciale ou municipale? Puis finalement, je parlais justement avec Marie-Josée Savard. Je sais pas si tu as entendu parler de la Maison Pollack qui va devenir la Maison de la diversité. Donc, on parlait de ce projet-là. On savait pas encore à l'époque si le maire allait se représenter encore pour un autre mandat ou pas. Puis en parlant, puis je parlais un petit peu de mes valeurs, puis ce que je voyais pour l'avenir de Québec, et aussi je parlais de comment que la pandémie nous fait réfléchir, puis peut-être justement encore, on parlait de statu quo tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres façons de voir, qu'est-ce qui est le vrai bonheur? Donc, Marie-Josée Savard m'a complètement demandé, tu réfléchis à faire de la politique municipale? Puis je dis bon, voilà, l'appel est venu. Okay. Donc j'ai réfléchi, ça n'a pas pris grand temps. J'ai dit oui, ça m'intéresserait. Je savais pas encore à l'époque si le maire Labaume se représentait ou pas. Mais peu importe, quand je l'ai su, ça n'a rien changé parce que l'équipe Labaume, tout ce que l'équipe a fait depuis 2008, c'était extraordinaire. La ville, elle a changé énormément pour le meilleur. Bon, il y a plusieurs personnes qui aiment pas nécessairement le style de gestion, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire que la ville est pas incroyable. D'ailleurs, c'est un de nos défis plus tard, quand la campagne va commencer, vous allez entendre parler plus de projets spécifiques qu'on veut faire. Mais un des problèmes pour tous les partis, hein, d'ailleurs, qui se présentent, c'est qu'il y a pas vraiment de problème. La qualité de vie est extraordinaire à Québec. Voilà, pas vraiment de problème. En effet, moi, j'ai soulevé 3 problèmes à Québec, là, actuellement. Tu me vois venir. Le troisième lien, David. Est-ce que toi, t'es pour ça? Ça, c'est un problème à Québec? Ou est-ce que Mme Savard s'est positionnée? Ou elle va y aller dans la même direction que M. Labaume avait été? Pour l'instant, ce que Marie-Josée dit, puis je suis personnellement bien d'accord avec elle aussi, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Hein. Le projet a été annoncé, on a vu la belle vidéo avec le tunnel du terrain et tout ça, mais on n'a pas vraiment de détails encore. Donc c'est sûr que si ça fait du sens, comme n'importe quel projet de réseau structurant pour la mobilité, c'est hyper important, mais il ne faut pas du tout que ça ait un impact négatif dans les quartiers centraux, là, du tout. Super. Donc on attend d'avoir plus d'informations. C'est bon. Dans le district Le Plateau, pas trop loin de l'université Laval, doit avoir quelques étudiants plus ou moins, comme tu me corriges, hein, je vais avec mes données d'il y a très longtemps. Ouais. Malgré tout, dans tous les coins du Québec, même les contrées les plus éloignées, le prix des logements augmente. Ouais. On a une crise du prix du logement. Il y a des logements de disponibles, mais des fois, les gens n'ont pas nécessairement les moyens de se les offrir. Ici, on est dans Sainte-Foy, quand même une qualité de vie intéressante, donc le prix des loyers n'est pas toujours donné, disons-le ainsi. Que proposera l'équipe de Madame Savard et plus précisément Monsieur le conseiller municipal afin que plus de gens puissent trouver un logis à un prix raisonnable? Est-ce que c'est en les mettant en communication les uns les autres pour qu'ils puissent créer des plateformes où ce qui pourrait échanger, un intermédiaire de la ville qui mettrait en relation ces gens ou du logement social? On vous écoute. En fait, on n'a pas encore établi notre programme par rapport à ça. Ah ça, ok. C'est sûr qu'il faut pas oublier qu'on est en pleine sortie de pandémie. Puis encore là, on ne sait pas trop, le variant Delta. Il y a peut-être une quatrième. Certes, on parle encore de pénurie d'emploi, de pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire, et puis évidemment, les salaires vont devoir augmenter par conséquent pour que les gens puissent se payer des logements parce que les prix montent aussi. Donc ça, c'est une question d'économie, je pense.
Et puis c'est un petit peu trop tôt là pour ouais, c'est ça, on est quand même tôt. C'est sûr, il y a beaucoup qui est fait pour augmenter le nombre de logements sociaux, ainsi de suite, mais ça prend un certain temps. Okay. Donc, effectivement, il va falloir adresser des solutions à plus court terme. Et je dirais qu'on va voir ça plus tard. L'équipe de Madame Savard, on arrive vers la fin de l'entrevue. L'équipe de Madame Savard, on sait que pour David, le multiculturalisme, l'interculturalisme est hyper important. Quelle sera la composition de votre équipe? Est-ce qu'il y a déjà, bon, toi, t'es issu de la diversité, entre autres, mais est-ce qu'il y a d'autres gens issus de la diversité qui vont joindre les rangs de Madame Savard, de votre parti politique? On vous écoute. Ouais, absolument. Ben là, ce qui a été annoncé aussi, c'est Boufelja, la candidature de Boufelja Ben Abdallah, qui est le porte-parole de la communauté musulmane. Et puis, oui, il y a d'autres annonces qui vont qui font partie de s'assurer qu'on a une équipe très diverse. Déjà là, toi et Boufelja, c'est quand même c'est déjà pas mal, intéressant. Hein? Ouais, excellent. Mais le but, par exemple, vraiment, c'est pas pour ça qu'on est là. C'est comme un secondaire. Si on parle d'un homme encore comme Boufelja Ben Abdallah, que c'est un expert en foresterie, en développement durable, c'est ça qui apporte à la table, qui amène à la table beaucoup plus que le fait qui est issu de tel. Ouais. J'aime bien. Donc on parle beaucoup plus de la recherche de la compétence avant de chercher j'adore la parité ou peu importe là. En plus, t'es le grand Manitou de la diversité à Québec, mais t'es honnête, tu dis, on va pas prendre un candidat juste parce qu'il est noir. Non. Et puis j'adore ça. Parce qu'il est compétent, parce qu'il va apporter quelque chose à l'équipe et à la ville, donc on le choisit. C'est ça. Incroyable. David, maintenant, pour les gens du district Le Plateau qui t'écoutent, ouais. Quel type de conseiller vas-tu être? Moi, vraiment, c'est d'être à l'écoute. J'ai hâte, tout à l'heure, on parlait en espagnol, par exemple. Donc ici, le district du Plateau, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'endroit à Québec, c'est le district où il y a le plus d'immigration, il y a le plus de diversité. Comprendre c'est quoi leurs enjeux, qu'est-ce qu'ils aiment du district, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer et tout. Et puis justement, quand tu m'as demandé où est-ce qu'on pouvait faire cette entrevue, j'ai choisi le site de la visitation. Pourquoi? Parce que c'est un site où il y a une conjonction entre le passé et le présent, si on regarde l'architecture. Puis en même temps, ce que ça fait, c'est, si tu vois, c'est assez ouvert, donc ça démontre une ouverture pour l'avenir, et je trouve ça très symbolique pour moi. Alors moi, je vais être quelqu'un qui va être vraiment à l'écoute des citoyens, puis on veut voir comment est-ce qu'on peut dynamiser le district du Plateau un petit peu plus, donner la valeur qu'il mérite, si on veut, parce que c'est vraiment cool. De jeunes qui se lancent en entreprise, des moins jeunes également qui tiennent pignon sur rue. Ouais. Tu nous parlais d'un projet en préparation où ce que t'aimerais développer le côté entrepreneurial, mettre en relation des entrepreneurs. Il nous reste 2 minutes. Qu'as-tu à nous dire là-dessus? Ça sera pour une autre entrevue, je pense. Okay, mais oui, effectivement. Mais on parle de racines, hein, donc mes racines entrepreneuriales sont toujours là. Donc maintenant, je suis à un point dans ma vie où j'aime ça, encourager les jeunes, les entreprises, partager les expériences que moi j'ai vécues. Et puis oui, j'ai un projet que je suis en train de travailler qui est très intéressant, surtout pour la relance économique. Mais on en parlera une autre fois. Oui. Écoute, David Weiser, moi, j'aimerais que tu t'entretiennes pour 30 secondes avec la francophonie en son entièreté, tout en sachant que tes commettants sont en train de t'écouter. Parce qu'on vient de découvrir, mais, tu sais, un homme d'action. Lui, c'est l'action qui parle, puis tes valeurs sont ancrées, là. Tu sais, il y a quelque chose... Tu rencontres David, t'as pas le choix de discuter avec. T'incites au dialogue, hein, pas pire, ça. Donc, écoute, David, la francophonie t'écoute. Tes commettants sont en train de prendre ce moment pour voir ce que tu as à leur dire en ces moments plus ou moins difficiles pour certains. Et pour d'autres, ben, c'est la renaissance parce qu'il fait beau, on peut sortir, voir les amis. Écoute, la caméra t'écoute. Ben, mis à part là, on parle de tout, là, on parle pas nécessairement d'élection, là. Élection, tout. Ben, l'élection, c'est sûr, votez pour moi, là, si vous êtes dans le district du Plateau, et votez pour Marie-Josée Savard, comme qui va être la prochaine mairesse de la Ville de Québec. Mais, je pense que je vous laisserai avec j'ai gardé mon chapeau du vivre ensemble, puis, quelque chose que j'aime dire de ce temps-ci, qui est, c'est que, soyons fiers de nos racines, ok? Partageons-les avec les autres sans les imposer. Et surtout, respectons celles des autres et finalement, créons-en des nouvelles ensemble.
Donc, je pense que j'aimerais ça vous laisser avec ça. Mais monsieur Weiser, vous êtes un poète. Le fait d'avoir composé ces chansons en reprenant Leonard Cohen, moi je pense qu'il y a un côté poète là chez vous là. Est-ce que tu es artiste? Bon, probablement, j'aurais toujours voulu être un artiste. À mes moments, oui, mon j'aurais associé... J'aurais voulu être un artiste. Mais je chante vraiment pas bien. Okay. Mais mon associé, Guy Boucher, avec qui j'ai fondé Mégaton, il me traitait de poète. Donc, justement, ok, donc je suis pas le seul. Ah, c'est si bien dit, David. Écoute, Monsieur Labaume, t'as découvert le Québec, parce que nous autres, on était sur notre poste de télé à Montréal, puis on te voyait là à TV. Marie-Josée t'a retenu. Eh bien, maintenant, je pense que les citoyens du district Le Plateau vont te choisir. En tout cas, on souhaite bien. À la toute fin de nos entrevues, tu sais, on parcourt le Québec. Les Inuits nous disent Chinash Kumitin. Okay. Les Algonquins nous disent Miigwech. Nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen. Et on revient du centre du Québec et les Abénakis nous disent Oleone. Et puis, j'ai appris en langue hébraïque, on dit Toda. Ah, ouais, on peut, ou Shalom. Ouais, Shalom. Ouais, mais merci beaucoup. Ouais, ouais, voilà. ouais, Donc, David, un grand merci. Patron. Messieurs, dames, oui, nous étions avec le grand Manitou, pour ne pas dire el patron de la diversité à Québec, et j'ai envie de dire au Québec également, un réseau incroyable, et surtout, vous ne faites que le rencontrer, et vous optez David Weiser. Coconut Podcast, on reste bouche bée. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, comme j'aime bien le dire, et vous allez pouvoir rencontrer toute une personnalité. Sur ce, messieurs, dames, comme j'aime bien vous dire, en toute fin d'entrevue, on se voit pour une prochaine rencontre avec une personnalité de la ville de Québec. Et comme on le dit en langue de par chez nous, Niawen, Oleone, Chinash Kumitin. Niawen, ciao! Merci, au revoir.